à ce moment-là, surtout dans les familles nombreuses, sitôt que, bon, ils citaient l'école à ceux qui allaient à l'école, à 10 ou 11 ans, et on louait souvent les aînés pour qu'ils aient à manger et qui amenaient un petit quelque chose à la famille, quoi. Et mon père, lui, quand il a eu 5 ans, il était loué à Sainte-Marguerite, chez des gens, pour garder les chèvres. Alors, lui, il savait écrire parce qu'il est allé un petit peu à l'école, mais pas tellement. Mais nous, on allait à l'école, il fallait pas manquer un jour. Hein. La messe, ça fait rien, c'est une fois on a manqué. L'école. Ce que les lois Ferry ont changé, c'est qu'il y a eu... Enfin, il y avait déjà obligation pour chaque commune d'entretenir une classe. Hein, c'est la loi Guizot. Mais la loi Ferry a changé en ce sens que c'est devenu gratuit déjà, et qu'il était obligatoire d'envoyer les enfants à l'école. Ça aussi, ça a énormément changé. Il n'était plus question de se les garder à la maison pour les travaux des champs, même si ça devait se faire de façon détournée. Mais c'est devenu... Et puis c'est devenu laïque également. Moi, je trouvais qu'il y avait de la chance, alors que mon père, ma mère, eux, ils trouvaient que c'était nous qui avions de la chance de pouvoir aller à l'école. Le village était très différent de maintenant. Déjà au point de vue de la composition de la classe, j'avais 14 élèves, et sur les 14 élèves, j'en avais 12 qui étaient enfants d'agriculteurs. Enfants d'agriculteurs, en ce sens que les 2 parents travaillaient la terre, il y avait les grands-parents qui habitaient dans la maison, c'était un petit peu à l'ancienne, et le gamin vivait au rythme des travaux de la terre, c'est-à-dire qu'il arrivait le matin sur le tracteur du papa, à midi, il quittait l'école. Souvent, il allait rejoindre ses parents dans tel ou tel champ et il aidait un petit peu à finir de ramasser quelques raisins, quelques cerises avant d'aller manger. Et le soir à 5 heures, quand il sortait, il filait dans les champs rejoindre les parents dans la terre. Rien à voir avec l'époque actuelle, parce que tout le monde était paysan pratiquement. Et puis maintenant, des enfants de paysans, je crois qu'à l'école actuelle, je ne sais pas s'il en reste un. La durée d'études pour les enfants à l'école obligatoire, quoi, ça jouait un rôle, et même si cela partait d'une bonne intention, c'est-à-dire que c'était pour développer la culture chez les jeunes, etc., etc. Mais alors ça a posé des problèmes, parce qu'on avait des enfants dont on avait besoin pour travailler. Alors bon, tant qu'ils avaient encore 12 ans, tout ça, leurs bras étaient quand même trop faibles pour qu'ils soient d'une efficacité totale, mais quand ils commençaient à avoir 14, 15, 16 ans, à ce moment-là, ça manquait vraiment. Et alors, lorsqu'il y avait des périodes importantes, comme les vendanges, comme les moissons, etc., la cueillette de certains fruits, eh bien, les enfants, quelquefois, ils n'allaient plus à l'école, hein, parce qu'il fallait qu'ils aident. Donc là, ça a posé un problème, l'allongement de la durée de l'école. Et pour certaines familles, je sais que le grand souci, c'était pourvu qu'ils réussissent pas trop à l'école. Parce que s'il réussira pas trop à l'école, du coup, on le gardera à la terre avec nous. S'il réussit trop, il risque de partir faire des études, aller à la ville, et c'est pas ce qu'on voulait, parce que qui va reprendre l'exploitation? Ça, je l'ai connu, ça. J'ai eu des gamins, je me rappelle un gamin de 4 ans, dont la maman me disait qu'il allait entrer à l'école, qui me disait, oh ben, il en sera toujours assez pour faire un paysan. À partir du moment où l'agriculture, après la guerre, longtemps après la guerre, quelques dizaines d'années après la guerre, s'est transformée, je dirais, dans le mauvais sens. C'est-à-dire que les petites exploitations agricoles ont disparu et continuent à disparaître d'ailleurs aujourd'hui, que les grandes exploitations avaient besoin de toute autre chose que des enfants. Elles avaient besoin d'ouvriers agricoles, donc même de cohortes d'ouvriers agricoles, comme on le voit dans les grandes exploitations. À ce moment-là, le rôle joué par les enfants était un rôle minime. Donc ils pouvaient aller à l'école, et même on cherchait, comme c'était des paysans de plus en plus riches, puisqu'ils avaient de plus en plus de terres, qu'ils avaient achetées aux petits paysans qui disparaissaient, eh bien on tenait à ce que l'enfant, finalement, ou bien prenne la succession, et dans ce cas-là, on l'envoyait volontiers dans les lycées agricoles, et on l'envoie aujourd'hui encore volontiers dans les lycées agricoles, donc on pousse à la continuation des études, ou alors on lui disait, tu feras autre chose, je sais pas quoi, avocat, fonctionnaire, j'en sais rien. Bon,
là, ça n'a plus posé de problème. Mais là où ça a posé de problème, c'est cette période intermédiaire où il y avait encore beaucoup de petites exploitations agricoles qui avaient besoin des enfants, donc à partir du moment où ils étaient en âge d'être efficaces sur les terres familiales. Dans une pièce, on instruisait les enfants du village. On n'allait pas s'amuser à mettre plusieurs pièces, c'était un luxe incroyable. Et quand on a commencé à créer les écoles dans les campagnes, à l'époque de Jules Ferry, c'était la classe. Là, on faisait une salle de classe. Les enfants vivent un petit peu comme dans une fratrie. Vous avez les plus grands, les moyens, les petits qui travaillent, qui sont tous ensemble toute la journée, les plus grands aidant les plus petits parfois gênant les plus grands parce qu'ils parlent fort et font du bruit. C'est pas du tout séparé. C'était une toute petite une pièce dans le hameau à Sainte-Marguerite, là-bas. Au milieu de la classe, il y avait un poêle à bois. Toutes les semaines, il y avait 2 élèves qui étaient désignés. On disait, on va faire la charge. Donc on balayait, on éclairait le poêle, tout ça, quoi. Et, bon, alors, bien sûr, les plus petits, parce qu'il y avait l'école de 5 à 14 ans. À l'époque, on allait à l'école primaire jusqu'au certificat à 14 ans, quoi. Alors, il y avait toutes les classes, le cours élémentaire, moyen, première année, deuxième année, qu'est-ce qu'il y avait après c'était le cours supérieur, je crois, ce qui a mené au certificat. C'était ça. C'est des enfants qui apprenaient à vivre ensemble et à travailler ensemble. Donc c'était un rapport très particulier, ça c'est certain. Et je pense qu'ils étaient beaucoup plus soudés que des gamins étant en ville où se trouvent avec 100 gamins dans l'école, en étant un petit peu séparés. Il y avait les gamins qui rentraient à 5 ans et qui commençaient avec des cubes, avec une craie à faire sur une ardoise, parce qu'on n'avait pas de papier, on avait une ardoise. Alors ils ont commencé comme ça, et puis l'institutrice, elle avait minimum 4 cours. Il y avait ces gamins, il y avait au-dessus les cours moyens, préparatoires et tout, avec ceux qui arrivaient en fin d'études, pas à 13 ans. Elle ne pouvait pas s'occuper de tout le monde. Et il m'est arrivé, moi, de m'occuper des petits. Les grands leur montraient comment faire, leur apprenaient des tas de choses, ça c'est évident. Que ce soit dans la cour ou dans la classe. Si un petit n'arrivait pas à faire un exercice ou autre, si un grand avait terminé son travail, il venait lui donner un petit coup de main, lui expliquer comment ça fonctionnait, ce qui était très bon pour le grand aussi, parce que quand vous expliquez à quelqu'un quelque chose, ça devient plus clair pour vous-même, bien évidemment. Les plus grands étaient habitués à avoir une consigne, essayer de se débrouiller par eux-mêmes, à chercher les informations dans les manuels, les livres, ce qu'ils avaient, à se débrouiller au maximum, ça c'est certain. Donc ça développe beaucoup l'autonomie. Déjà dans une classe unique, vous n'avez pas le maître derrière son bureau sur l'estrade et les gamins tous en rang qui écoutent. Voilà, on circule, on est au milieu, vous êtes en train d'apprendre la division à virgule au CM2. Bon, c'est difficile, on est en train de vraiment travailler au tableau, et puis vous avez un des gamins de 5 ans qui était allé aux toilettes, et puis qui vous dit « Ben, je ne sais pas comment j'ai fait. » Bon, il y a le rouleau qui est tombé dans la cuvette, donc vous arrêtez la leçon sur les divisions à virgule, vous allez récupérer votre rouleau trempé, et on reprend après, voilà. Donc, c'est pas très formel, quoi. Voilà, c'était beaucoup plus étendu. Les parents souffraient quand même d'un complexe qu'on leur avait insufflé depuis très longtemps, à savoir que leur culture à eux, qui passait par une connaissance de la nature, par exemple, qui était très profonde et très riche, connaissait toutes les plantes, les animaux, etc., et la langue également, qui était ce qu'on appelait le patois, qui était dans notre région, le provençal ou l'occitan, ils avaient quand même été influencés, ces gens-là, par la propagande officielle. Au moins depuis Jules Ferry, 1882, eh bien, la propagande officielle, selon laquelle c'était une sous-culture. Donc c'était quelque chose qui était un frein à l'épanouissement de l'individu. Donc l'école permettait de sortir de cette sous-culture. Alors ce n'est pas moi qui parle de sous-culture, c'était l'idéologie dominante. Donc c'était une façon de sortir de cette sous-culture et de pouvoir discuter par exemple avec des gens de la bourgeoisie locale ou des gens qui étaient enfin d'un autre statut social et qui parlaient français. Donc c'était important que ces gens sachent lire, écrire et parler également français. L'école était un pôle culturel pour le village. Les enfants qui arrivaient n'avaient connu que la maison. Ça c'est certain, parce que on n'allait pas au cinéma, on n'allait pas au théâtre, tout était loin quand même. Loin pour ici. Pour la région, c'était un peu excentré. Donc ils n'avaient jamais eu accès à des bibliothèques,
à la maison, il n'y avait pas forcément des livres. Je connaissais des familles où il y avait 2 livres dans la maison. Hein. C'est le livre de cuisine et puis le livre de messe. Mais c'est tout. Et on n'en ouvrait jamais d'autres. Donc c'est vrai qu'il y avait un certain décalage. Parce que l'école pouvait vraiment jouer un rôle d'ouverture sur le monde de la culture. Ça, c'est absolument certain. Et les gens, oui, baignaient pas. La culture n'était pas la même. C'était la culture des anciens, des connaissances empiriques sur le village. Mais ce n'était pas les connaissances culturelles, comme on dirait maintenant. Tout le monde était à l'écoute de ce qu'allait dire le maître. Et il y avait donc une véritable soif d'apprendre qui se traduisait par une facilité pédagogique qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui. Il y a un truc que je trouve qui était très bien, c'était le matin la morale, tous les jours. Il fallait dire bonjour, il fallait lever le chapeau aux gens qu'on rencontrait, c'était comme ça. Bonjour monsieur, bonjour madame. Et puis il y avait la façon de se comporter devant les autres. La soif d'apprendre était énorme chez ces enfants de paysans. Il faut bien se dire que certains faisaient tous les matins 3, 4, 5 kilomètres à pied. Maintenant, pour faire 300 mètres, on les mène en voiture. Mais ils faisaient ça à pied. Donc ils partaient au petit matin, à l'aube, ils rentraient le soir très tard. Ils arrivaient avec leur biasse, comme on disait, c'est-à-dire de quoi manger à midi. Et autant que je sache, cela se faisait volontiers. Et les parents avaient un souci de culture pour leurs enfants, pas spécialement pour leur avenir, parce qu'ils savaient bien qu'ils feraient paysans. Enfin, à cette époque-là, peut-être beaucoup n'ont plus fait paysan parce qu'il y a eu l'évolution sociale qui a fait s'amoindrir la population agricole, mais dans l'esprit des parents de ces années-là, disons d'avant la guerre par exemple, eh bien il y avait l'idée que aller à l'école, apprendre à lire, à compter, à écrire, c'était une promotion pour l'individu, pas spécialement pour aller garder les chèvres. Ils garderaient quand même les chèvres, ils cultiveraient quand même le blé, etc. Mais l'individu serait enrichi par l'école. Les évolutions, c'est bien, mais quand c'est bien fait, ces leçons de morale, eh ben, ça manque quand même, ça. Il y en a qui... Bon, alors, ils disent qu'il manque de respect. C'est pas qu'il manque de respect, ils ne savent pas ce que c'est le respect, c'est tout. Et il faudrait peut-être le leur dire un jour. Ouais. J'ai entendu dire, effectivement, par mon père et par ses collègues, que je connaissais évidemment très bien, c'est qu'ils avaient des moyens pédagogiques qu'on n'a plus aujourd'hui. Par exemple, la répression corporelle. Quelqu'un qui embêtait trop les autres, ou qui embêtait trop le maître, il avait droit au coup de pied au derrière, on lui tirait les oreilles, on lui tapait sur les doigts, on lui flanquait même un emplâtre, une gifle, et les parents venaient après, non pas pour engueuler le maître, mais pour dire « vous auriez dû lui en donner 2 fois plus ». Ça, c'était la règle. Ça. Les parents étaient toujours pour qu'on punisse davantage l'élève. Tu sais, toutes les fois qu'on était dans la maison, bien tranquille, tout fier, on avait fait notre travail, puis plaf, il t'arrivait une gifle. Tu ne savais pas d'où elle venait. Hein. Tu la sentais, mais tu ne savais pas ni pourquoi, ni quoi. Il t'arrivait une bonne gifle. Tu étais là tout étonné. Et ça, tu t'en rappelles pas? Ah, bon. Ça ne disait pas plus, hein. Ça suffisait. Et ça rentre, hein. Ça veut dire quoi avec ça, tu t'en rappelles pas? Parce qu'on fait des mauvais tours quand on est gamin, on fait des bêtises, on fait tout ce qu'on veut. On n'y pense même plus, ça. À ça. On a fait la bêtise et on s'en va, puis c'est terminé. Puis vous rentrez à la maison, comme je vous dis, plaf! Parce que les parents savaient. Il y avait la punition. Mais nous, on ne se rappelait même plus pourquoi. Alors on recevait la gifle sans savoir pourquoi. Mais tu le savais après. Mais on le savait après, hein. Il n'y en avait pas pour longtemps, je veux dire. Mais on le savait. Alors on savait que, tôt ou tard, la bêtise, elle était payante. D'ailleurs, moi, dans mes premières années d'enseignement, mais alors dans un autre niveau, je ne me gênais pas de toute façon, de temps en temps, je ne me gênais pas pour envoyer une claque à un élève. J'ai jamais eu d'ennui avec les parents. À un moment donné, je me suis arrêté parce que c'était l'époque où on commençait à envoyer au tribunal celui qui avait un peu tiré les oreilles à un élève. Alors donc, il valait mieux se calmer. On nous demandait de faire notre travail, d'enseigner. Et puis on nous fichait une paix royale pour le reste. À l'époque, il n'y avait pas tellement ces problèmes aussi de sécurité, surtout pas de risque, etc. On nous laissait un peu plus libre de faire ce qu'on voulait.
Ça se sent aussi au niveau de ce qu'on faisait avec les gamins. Une fois, un soir, je suis parti avec les gamins de la classe, ceux qui voulaient, et on est monté à pied jusqu'au sommet du Ventoux de nuit pour aller voir le lever du soleil. On a dormi dans le refuge et on a vu le lever du soleil au Ventoux. Maintenant, vous voulez faire ça, il faut remplir ça de dossiers, etc., toutes les sécurités, puis dormir avec les gamins, mon Dieu, maintenant, on n'imaginerait pas. Cette complicité des parents, alors ça c'était très important. Alors, les maîtres, de temps en temps, on leur donnait une demi-douzaine d'œufs, des choses comme cela, quoi. Il y avait une complicité des parents derrière le maître. Donc tout ça faisait que sûrement, je ne parle pas par expérience personnelle, c'était sans doute beaucoup plus facile d'enseigner, et ça peut justifier le fait que la classe unique était possible. En plus, comme il y avait encore une communauté villageoise, les gens de la classe unique, je dirais presque qu'ils faisaient partie de la même famille. Donc les échanges étaient plus faciles. Il est évident que ça se passait un peu plus comme en famille. Si à midi, un gamin était à la porte et les parents n'avaient pas pu venir le chercher, je le prenais avec moi, il mangeait à la maison. Bon, maintenant, ça marcherait plus vraiment comme ça, je pense. Ça serait un petit peu différent, parce que du fait que aussi l'institut n'habite plus sur place. Mais on était plus responsable, parce qu'on était absolument tout seul. D'ailleurs, surtout quand j'avais mes enfants en classe, c'était eux qui étaient chargés de ça. Il y avait un gamin qui était chargé en cas de problème, parce qu'on n'a pas le téléphone, mais il y avait le téléphone à la mairie, de sortir de l'école, en longeant le mur, en étant prudent, d'aller à la mairie, quand elle était ouverte, pour signaler qu'il y avait un problème. Je disais, si j'avais une crise cardiaque, que je m'écroule dans la classe, les gamins sont tout seuls, pas d'autres adultes. Donc il fallait trouver un peu une solution de secours. Ça, c'est certain. Mais ça se passait bien comme ça aussi. Hein. Là aussi, on était moins stressé pour le fait de la responsabilité des gamins. Et je dirais qu'à partir des années 90, on a commencé à nous coller les conseils d'école, les projets d'école, de ceci. Il a commencé à faire une paperasse énorme, de tout détailler ce qu'on ferait, des tas de contraintes, etc. Et qui fait que le métier devient lourd et moins intéressant de ce point de vue-là, ça c'est certain. Des adversaires des classes unies, je ne pense pas qu'il y en ait jamais vraiment eu. Mais il y a des impératifs économiques, et les gens ne vivent pas de la même façon, se regroupent, n'ont pas forcément envie, ont parfois l'impression que la petite école du village, c'est pas très performant, il vaut mieux avoir quelque chose d'un peu mieux au bourg à côté, donc on regroupe un petit peu. Et puis au point de vue économique aussi, il faut mutualiser les moyens, ça coûte sûrement moins cher d'équiper une école à plusieurs classes qu'équiper une classe unique toute seule. Donc je pense que ça vient de là. Puis on essaie un peu aussi, on diminue le nombre de postes. Et vous payez un type pour s'occuper de 15 gamins. Si c'est dans la ville à côté, le même type sera payé pour avoir une classe de 30, quoi, en exagérant un petit peu. Mais bon, ça coûte quand même plus cher. Et je pense un petit peu dans l'air du temps que ça va finir par disparaître peu à peu. Les anciens élèves, donc ceux qui ont une trentaine d'années, chaque fois qu'ils se retrouvent, je le sais par mes enfants, parce que qui sont à peu près de la même génération, quand ils se retrouvent, ils parlent du bon temps où ils étaient à l'école. En fait, pour eux, c'est ça. Ils se rappellent, quand on faisait les fêtes d'école, c'est un peu leur enfance. Et ils disaient, on était heureux. Bon, je me dis, bon, si déjà leur souvenir de l'école, c'est d'avoir été heureux, tout n'est pas perdu. Mais c'est vrai qu'ils aimeraient recréer un peu cette époque-là. Il y a des jeunes qui ont repris le comité des fêtes, et le premier truc qu'ils ont voulu faire, c'est refaire le carnaval comme quand on était petit. Ils étaient venus me voir pour savoir comment je faisais pour fabriquer le carnatran, pour pouvoir faire pareil, etc. Pour eux, c'était important de retrouver un peu les souvenirs de l'époque. Ça, c'est certain.